Bienvenue dans ce podcast où se rencontrent nos deux approches. Nous sommes Stéphanie et Alfred, thérapeutes, facilitateurs, formateurs. Avec deux regards, nous proposons des dialogues variés pour explorer tous les visages du cheminement personnel et de la psychologie au quotidien. À travers des échanges vivants et bienveillants, nous partageons des outils issus de nos différents cursus pour éclairer les chemins de transformation de l'individu à la famille. Ensemble, nous décodons les mécanismes intérieurs, démêlons les héritages et proposons des perspectives nouvelles, toujours avec le désir d'accompagner chacun dans son évolution personnelle. Alors rejoignez-nous pour une aventure au cœur de l'humain, où l'échange et la transmission sont les moteurs de la croissance et du mieux-être. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Deux Regards. Aujourd'hui, on a envie de démarrer cet épisode par une citation de Gabor Maté, qui est médecin et qui est reconnu pour son travail autour des traumas et des addictions notamment. Et cette phrase qu'on a envie de vous partager, c'est « Lorsque nous devons choisir entre l'attachement et l'authenticité, en tant qu'enfant, parce que c'est deux besoins fondamentaux, donc l'attachement et l'authenticité, lorsque l'un menace l'autre, on va sacrifier l'authenticité pour préserver l'attachement. » Et cette phrase, c'est le point de départ de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement. Alors, peut-être on va juste très rapidement parler de ce qu'est l'attachement. Donc, l'attachement, c'est le besoin d'avoir une relation avec quelqu'un. Sachant que si on fait le lien avec l'analyse transactionnelle, avec les signes de reconnaissance, on a besoin pour vivre de signes de reconnaissance, qu'ils soient positifs, négatifs, qu'ils soient sur l'identité, qu'ils soient sur le comportement. On a besoin de ces signes de reconnaissance. Et effectivement, les parents vont nous donner ces signes de reconnaissance, ça va être les premiers en fait. Après, on en aura bien sûr à l'école, par les amis, par un petit peu tout le monde. Mais en tout cas, c'est les parents. Et donc, les premières personnes qui vont nous donner ces signes de reconnaissance, c'est les premières personnes avec lesquelles on va être attaché. Ouais, avec lesquels on va être en lien. Et d'ailleurs, John Bowlby, en 1958, il parlait donc du lien d'attachement, de cette théorie de l'attachement, qui est vraiment la façon dont on va construire justement ce lien dans le regard des personnes qui s'occupent de nous quand on est enfant, et notamment majoritairement de nos parents, quand on est en lien avec eux, ou en tout cas des personnes qui vont prendre ce rôle-là. Donc l'attachement, ça répond à un besoin de survie, en fait. Totalement. On ne peut pas vivre sans attachement. Non. On ne peut pas se construire sans attachement, d'autant plus quand on est enfant. Voilà, parce que déjà, de toute façon, nous faisons partie des animaux, entre guillemets, grégaires, et donc nous avons besoin de vivre en groupe. C'est vraiment un réel besoin en termes de survie, donc l'attachement est indispensable. Et l'autre point, c'est donc l'authenticité. Ouais. Et l'authenticité, c'est ma capacité à m'affirmer et à me montrer tel que j'ai envie d'être. À être pleinement moi-même, en fait. À être pleinement moi-même. Sans filtre, sans masque. C'est ça. Le souci, c'est que quand je suis authentique, je peux plaire, mais ça c'est bien, mais je peux aussi déplaire. Ouais. Et ça, c'est moins confortable. Et ça, c'est moins confortable. Je pense que quand on est enfant, naturellement, il y a ce côté authentique. Tu vois, l'enfant, à la base, il n'a pas de filtre, il s'exprime tel qu'il est, il est dans... Enfin, voilà, c'est un être d'émotion, etc. Mais tu penses que quand on est enfant, justement, au tout début, en tout cas, on est dans cette authenticité pleine et complète? Alors, au tout début, oui. Quand on est bébé, dès qu'on commence à prendre conscience du jeu, donc de l'ego qui va se développer, une des premières questions qui va se poser, c'est qui suis-je dans le désir de l'autre? Parce que pour survivre, j'ai besoin de plaire à maman. Ouais. Okay. Donc, très très rapidement, en fait, mes comportements vont être là pour plaire à maman. Parce que si je ne plais pas à maman, je pense que maman ne m'aime plus. Et elle s'occupe plus de moi et je peux mourir. Voilà. Ouais. Donc en fait, très 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 rapidement, l'authenticité n'est pas là réellement au départ. Elle va après arriver avec le fait de se développer, d'aller lentement vers l'individuation, devenir un individu complet. Mais au départ, je peux pas vivre sans papa et maman. Donc je vais tout faire pour plaire à papa, maman.
je vais donc sacrifier certaines choses. Et puis arrivera un âge où effectivement, je vais commencer un peu plus à m'affirmer. Et ça dépendra vraiment en fait de l'éducation que j'aurai reçue. Ouais. Si j'ai une éducation qui est, je vais appeler peut-être un peu saine, où on va favoriser l'autonomie de l'enfant, lui faire comprendre que l'amour des parents est un amour inconditionnel, Ouais. qu'il fasse des bêtises ou qu'il fasse des choses bien, etc., etc. Oui, mon enfant, en fait, n'aura pas à choisir entre Entre les deux. authenticité Ouais. et attachement, parce qu'il saura que même en étant authentique, il ne perdra pas l'attachement de ses parents. Ouais. En revanche, si les parents font, tu sais, hein, si tu fais des bêtises, on t'aimera plus. Donc ça, c'est le summum quand même. Ouais. Mais Ça, c'est l'extrême. c'est l'extrême. Mais moi, j'ai entendu, hein, tu sais, sur une place de parking devant un grand magasin, donc l'enfant qui avait hurlé dans le magasin, etc., etc., etc. Les parents qui, sur le parking, lui disaient, tu sais, hein, si t'es pas sage, on te laisse ici. Ouais. Oui, je l'ai déjà entendu aussi. C'est vrai. Sachant que bien évidemment, ils ne le feront Ouais. jamais. Mais Oui, l'enfant le mais code. l'enfant, il sait pas qu'ils sont pas capables de le faire, en fait. Voilà. Alors l'enfant, en même temps, il est pas bête, c'est-à-dire qu'au bout de 5 fois qu'on lui a dit ça et qu'on l'a jamais abandonné, en fait, au bout d'un moment, ça a tendance à le faire rire. Et beaucoup de sanctions comme ça, en fait, ne servent à rien parce que les parents disent, tu sais, si tu nanana, alors tu nanana. Et en fait, ils le feront jamais. Ouais. Mais ça, on pourra reparler sur l'éducation sur un prochain podcast. Mais parfois, ça peut être plus insidieux aussi. Ça peut être pas forcément dans ce sens-là, si tu fais ça, je t'abandonne ou je t'aimerai plus. Mais ça peut être justement l'amour conditionnel. Qu'est-ce que j'aime quand tu es sage, quand tu es comme ci ou comme ça. Tout à fait. Donc il y a aussi cette idée de, du coup, en fait, je suis plus aimée quand je suis sage, quand je bouge pas ou quand je me mets pas en colère. Je plais plus à papa et maman, donc ils s'occupent plus de moi, ils m'aiment. Donc je vais pas forcément prendre le risque de faire autrement, quoi. Et je vais me conformer à ça. Le souci dans une phrase, quand un parent va dire ah, qu'est-ce que je t'aime quand tu es comme ça, c'est pas forcément méchant, Non. mais inconsciemment chez l'enfant, quand l'enfant entend qu'est-ce que je t'aime quand tu es comme ça, quand tu es sage, il peut déduire ce qu'on appelle un présupposé que quand il n'est pas sage, les parents, on ne l'aime plus. Ouais. Ouais. C'est ça le souci de ce genre de phrase. Et c'est pas du tout, quelquefois, c'est pas du tout pensé par les parents. Ils sont très sincères en disant oh, je t'adore quand tu es sage. Ok, ça veut dire que je t'aime pas quand t'es pas sage. Exactement. Et on en revient encore une fois au signe si je reprends les signes de reconnaissance, les signes de reconnaissance sur le comportement et les signes de reconnaissance sur l'identité. Je ne t'aime plus quand tu es comme ça. Il n'y a pas d'aimer ou de pas aimer. C'est, je peux dire à un enfant, je n'aime pas ton comportement. Ok, c'est clair. Je n'aime pas ton comportement. C'est clair. Quand tu casses tout dans la maison, je n'aime pas quand tu casses tout dans la maison. Ouais. Mais c'est pas, je t'aime pas toi. Oui, c'est ce qui se passe à ce moment-là, quoi. C'est les actions qui sont faites et c'est, comme tu dis, ce comportement. Et c'est pour ça que quand on prend ces petits exemples-là, comme tu dis, c'est pas malveillant, c'est souvent maladroit, en fait. C'est des façons de parler qui sont très maladroites, comme on peut en avoir beaucoup d'ailleurs dans notre communication, même en tant qu'adulte, peu importe à n'importe quel âge. Mais c'est pour ça que Gabor Maté, quand il utilise cette phrase, quand il parle de ça, pour lui, en fait, tous en tant qu'enfants, peu importe qu'on se dise j'ai eu une belle éducation, des parents aimants, etc. Pour lui, en fait, tous à un moment donné, on a dû quand même faire le choix entre les deux. Et pour lui, on est tous plus ou moins du coup traumatisés, avec des curseurs évidemment, mais parce que justement, il peut y avoir des formulations comme celle-là qui ne sont pas malveillantes, qui sont pas là pour faire du mal. On parle pas forcément de maltraitance ou de cas extrêmes de violence, etc. Mais c'est des petites phrases comme ça qui, dans la tête de l'enfant, viennent semer des doutes ou créer des peurs, etc. Et qui font qu'on va se conformer à telle ou telle image parce que celle-ci, elle nous semble plus valorisée et délaisser parfois certains côtés de notre comportement parce que ils peuvent être un peu plus réprimés, quoi. Mais il est évident que ce que l'enfant aura codé quand il est enfant, et encore une fois, c'est ce qu'il aura codé lui. C'est-à-dire que c'était pas forcément voulu de la part des parents. C'est ça. Les parents souvent font bien ce qu'ils peuvent. Si un enfant, un moment code quand il est enfant, quand il est petit, que si je ne suis pas sage, si je ne suis pas ce que l'autre attend de moi, alors je perds l'amour.
il est évident que c'est des gens qui auront énormément de mal plus tard en tant qu'adultes à s'affirmer Mmh. et à être ce qu'ils ont envie d'être. Ouais. Parce que même même si tout va bien dans leur vie, etc., inconsciemment, ils auront développé quelque chose de je risque de perdre toutes mes relations, Mmh. ma femme, mes amis, si je ne suis pas ce que l'on attend de moi. Ouais. Si je m'autorise à être différent, à être pleinement moi, mais du coup à être différent de l'image que j'ai renvoyée C'est ça. durant toute ma Et vie. d'où la notion de masque Mmh. social, de persona, Ouais. que l'on développe pour plaire dans notre société. Mmh. Donc, au boulot, je vais développer une persona de bon travailleur pour plaire à mon patron. À la maison, je vais développer une persona de bon mari pour plaire à ma femme, etc., etc. Et au final, en fait, je ne ferai que développer des personas différentes en fonction du contexte dans Mmh. lequel je suis. Et à aucun moment, je ne serai moi, Mmh. c'est-à-dire ce que je désire vraiment. Mmh. Et donc, je vais jouer un rôle social pour surtout ne pas être éjecté de la société. Et quand on se rend compte de ça, du coup, ce que dit aussi Gabor Maté, on passe le reste de notre vie finalement à retrouver cette authenticité, à retrouver qui on est, quitte à parfois, du coup, perdre certains liens en fait. Enfin, c'est aussi du coup, pour moi, c'est parallèle, retrouver cette authenticité, retrouver presque des bouts de soi, tu vois, des parts de soi qu'on avait mis de côté, qu'on s'était pas autorisé à exprimer. Pour moi, ça va de pair aussi avec le fait de se recréer une base de sécurité intérieure, parce que on le voit et peut-être que ça vous parle, vous qui écoutez ce podcast, mais parfois quand on va changer des choses dans notre façon d'être, dire non là où on disait tout le temps oui, par exemple, on prend le risque parfois de perdre des liens, de personnes qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas qui on est vraiment, qui n'acceptent pas qu'on leur dise non ou qu'on se fasse passer en premier, par exemple, sur certaines choses. Donc c'est vrai qu'on peut potentiellement perdre des liens à l'âge adulte. Donc c'est se resécuriser aussi pour pouvoir faire les deux cheminements en fait en parallèle, quoi. Mais c'est ce qui est super important quand on va faire une thérapie ou qu'on va faire des stages où on va bouger sur soi, c'est bien être prévenu et conscient des risques. C'est OK, Mmh. votre objectif, c'est d'être vous, c'est de pouvoir vous affirmer, de pouvoir dire non. Dans nos stages, c'est ce sur quoi on travaille, Mmh. mais effectivement, moi, je préviens toujours les gens, êtes-vous OK pour assumer les conséquences Mmh. de ça? Ouais. Sachez que demain, vous allez peut-être dire non à quelqu'un, cette personne partira, vous ne la reverrez plus jamais. Mmh. Est-ce que je suis prêt à ça? Ouais. Donc, encore une fois, c'est quelle est l'importance pour moi d'être authentique? Il y a des gens qui vous diront non, mais moi, j'ai trop envie du lien. Je ne souhaite pas en fait être authentique parce que je souhaite garder mes amis et c'est ok. Mmh. Et je vivrai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et il y a aucun souci si c'est un choix. Et puis il y a des personnes qui vont vous dire non, moi j'ai besoin maintenant de pouvoir m'affirmer. J'en ai marre, surtout quand ils sont dans des milieux, dans des milieux. C'est plutôt quand on est dans des milieux hostiles en vrai que ça Mmh. pose problème, parce que quand on est dans un milieu bienveillant, bon ben on va peut-être mettre un masque, mais les gens en face sont bienveillants avec vous, sont prêts à écouter qui vous êtes, etc. Donc il y a pas trop de soucis. Par contre, si je suis au travail, que je suis dans un élément euh, hostile et que là je suis obligé de dire oui tous les jours et de baisser la tête. Mmh. Il y a un moment, oui, c'est comme ça qu'il y a des burn-out, c'est comme ça qu'il y a des choses. Mmh. Donc, certaines personnes auront un moment envie de dire, oui, là, j'ai besoin de dire non, j'ai besoin de pouvoir m'affirmer, quitte à perdre mon travail. C'est ça. C'est toujours mettre dans la balance les bénéfices et les risques, en fait. C'est toujours ça. Quels vont être les bénéfices pour moi de retrouver cette authenticité et quels sont les potentiels risques? Alors, ça arrive pas tout le temps, évidemment, on perd pas forcément des gens autour de Non, nous non, bien sûr, quand on est heureusement. plus authentique. Et puis même, j'ai envie de dire, on rencontre aussi d'autres personnes qui vont peut-être être plus en adéquation avec qui on est pleinement. Donc voilà, c'est aussi ce chemin-là. Mais c'est voilà, comment j'évalue les bénéfices et les risques et qu'est-ce que je choisis finalement. Et comme tu dis, on peut aussi choisir de rester en lien parce que c'est ça qui est le plus important et quitte à laisser de côté certaines parts de nous, en fait. Et après, il y a aussi des curseurs, hein, c'est pas d'un seul coup. Ouais, bien Je sûr. travaille sur mon authenticité et j'en vois paître tout le monde. Non, c'est pas l'idée. En fait, c'est une Ça peut espèce arriver, hein. Ouais. Mais je peux aussi travailler sur
un curseur de je vais développer un petit peu plus mon authenticité, mais en même temps, je vais aussi garder les liens et pas faire n'importe Bien quoi sûr. et pas m'affirmer et pas devenir auto-centré sur moi et dire non à tout Ouais, bien sûr. et ne faire plaisir qu'à mes envies et plus penser à mes amis, à ma femme, à mon mari, à tout le monde. C'est un curseur. Professionnellement, il y a ce dont on parlait cet après-midi, que nous, on explique en formation en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est en fait dans le milieu professionnel, quand on fait attention à la tâche et à la relation. Donc vous imaginez deux petits traits, vers le haut c'est la relation, vers horizontalement c'est la tâche. Et que je sois par exemple soignant ou psychothérapeute, si je fais trop attention à la tâche, je suis vraiment orienté tâche, je vais aller droit au but, je vais foncer. Par exemple, un soignant en EHPAD doit faire prendre sa douche à une petite dame. Il arrive dans la chambre, il fait écoutez madame, on a 3 minutes, maintenant on se dépêche, hop, vous vous levez du lit, je vous emmène à la douche, et ensuite on retourne dans le lit. Ok, il a fait sa tâche, il a fait ce pourquoi il était payé. C'est un peu violent pour la relation. Ah bah c'est juste violent, c'est juste que le lendemain, la personne, surtout si elle est désorientée, elle entendra un bruit dans la chambre, elle va hurler parce qu'elle aura peur qu'on la maltraite. Et il y aura l'autre qui va faire attention qu'à la relation. Et il va arriver, ah, comment allez-vous, Madame Durand, est-ce que ça se passe bien aujourd'hui? Et puis en fait, il va créer de la relation pendant une demi-heure, mais ben après, faut qu'il passe à quelqu'un d'autre, et il n'aura pas accompli sa tâche. Donc, les deux sont un souci. Donc en fait, le truc sur lequel on va travailler, c'est en général, un thérapeute, c'est pareil, les premiers rendez-vous avec un thérapeute, c'est il va créer la relation avec vous, il va vous écouter, il va être normalement assez agréable, bref, il va créer une relation pour ensuite aller vers la tâche qui est de vous aider et de répondre à votre objectif. Et là, il sera peut-être un peu moins doux à certains moments, parce que son but quand même au thérapeute, au coach, à l'accompagnant, c'est pas d'être gentil avec vous, c'est d'arriver à quelque chose. Ne pas être gentil, ça veut pas dire ne pas être bienveillant, on est bien d'accord? Je fais toujours la différence. Mais en stage, nous, on n'est pas là pour être gentil avec les gens. En revanche, on est bienveillant avec les gens. Mais si vous êtes gentil avec les gens, vous les faites pas travailler. Mais donc, on va toujours faire attention à cet équilibre tâche-relation. Et ben c'est exactement pareil avec. Ouais, en fait, sur le même schéma, on pourrait mettre l'attachement et l'authenticité. Et l'authenticité, c'est exactement pareil. C'est je vais être authentique et à certains moments, je vais favoriser la relation. Donc, je le serai peut-être un peu moins. Je vais pas forcément dire aux gens, je vais peut-être ce que plus je pense. m'adapter à Je vais certains plus moments. m'adapter à certains moments, Arrondir les angles. etc. L'important, c'est que dans ma vie en général, je me sente moi et que je n'ai pas besoin de mettre un masque tout le temps. Ouais. Il nous arrive de devoir mettre des masques et c'est pas grave à partir du moment où, dans certains contextes, je n'ai plus besoin de ces masques. Mais effectivement, au boulot, je vais peut-être être le contexte du travail fera que je vais peut-être être plus agréable que d'habitude, je vais faire plus attention que d'habitude parce que j'ai un taf, j'ai peut-être des gens en dessous de moi, faut que je fasse attention à eux, même si pour moi l'authenticité c'est dire ces 4 vérités aux gens, bah dans certains contextes je vais peut-être pas le faire. Ouais, et puis je peux mettre ce masque et faire un peu plus attention de manière consciente aussi. C'est-à-dire c'est pas subi, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes limites. Mais c'est ça. Mais à certains moments, je peux choisir d'arrondir un peu plus les angles tout en sachant que bon, c'est pas peut-être ce qui me convient le mieux, mais là, voilà, je le fais et je le fais consciemment. En fait. Mais c'est toujours en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est en fait c'est je le fais consciemment. Ouais. Ça change Quelqu'un qui petit effectivement a eu peur de perdre l'attachement. Plus tard, quand il est grand, effectivement, il est toujours axé vers la relation parce qu'il a peur qu'on ne l'aime plus, mais c'est pas volontaire, c'est inconscient, c'est pas volontaire, c'est pour ça qu'il est pas bien. Par contre, à partir du moment où je conscientise ça, je travaille dessus, je peux de temps en temps me dire, ok, bah là, je veux pas être exactement authentique, mais c'est volontaire, c'est choisi, c'est pas subi, c'est pas subi. Donc encore une fois, c'est ni A, ni B, ni noir, ni blanc. C'est toujours des curseurs qui vont évoluer en fonction du contexte dans lequel je me trouve. Le contexte donnant le sens, quelque chose de très important, ça, le contexte donne le sens, alors je vais choisir de privilégier peut-être l'authenticité et à certains moments, peut-être plutôt la relation. Voilà.
Et pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que on va vous proposer une retraite en janvier prochain. Ouais. Une retraite qui s'appelle Être soi, du 15 au 18 janvier. Et justement, dans cette retraite, on va balayer toutes ces thématiques. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner justement dans cette quête d'authenticité. On va travailler sur l'attachement, on va travailler sur l'enfant intérieur, puisqu'on dit c'est souvent dans l'enfance qu'on va construire ces mécanismes, ces masques, etc., pour plaire, en tout cas pour éviter de déplaire et de perdre le lien. Donc on va vraiment vous accompagner dans toute cette démarche-là au mois de janvier. C'est vraiment le début d'un travail, parce que c'est pas 4 jours qui, qui vont régler tout. Ces fois, c'est le travail d'une vie. Mais c'est commencer à retrouver son autorité. Okay, son autorité, qu'est-ce que c'est? C'est être auteur de sa vie. Donc, c'est commencer ce chemin-là et pour, au final, être soi. Donc, tous ceux qui viendront, bonne commencée de retrouver votre autorité. Donc on mettra en dessous du podcast, vous pouvez retrouver toutes les informations pour cette retraite. Et puis voilà, on a hâte de vous accueillir. Absolument. Sur cette première retraite ensemble. À bientôt pour le prochain podcast. Merci de votre écoute.